Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle émission de Vous prendrez bien un film. Voilà, émission podcast sur la critique de cinéma. Je suis Arthur et je suis accompagné de Simon. Salut. Salut Simon. Et aujourd'hui, voilà, après notre première émission qui a été déjà un peu vue, donc c'est cool, ça plaît, donc c'est sympa. On a eu quelques retours assez sympathiques. Aujourd'hui, on va vous parler d'un tout autre genre de film. On s'éloigne de la science-fiction pour aller vers le film d'épouvante avec La Maison du Diable, The Haunting, en version originale de Robert Wise, sorti en 1963. Avant même de pitcher le film, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment tu as connu ce film ? Ouais. Alors moi en fait, donc toi, ça va te parler un petit peu parce qu'il se trouve que la première fois que j'ai entendu parler du film, c'était avec mon prof de théâtre. Que tu connais, dont tu as entendu parler. Oui, j'ai entendu parler de ton prof de théâtre. Et qui était très cinéphile, notamment les films d'horreur. D'accord. Et à l'époque où je prenais des cours avec lui, j'étais ado, on parlait de films et il dit une fois, on parlait de films d'horreur, je sais plus comment c'est venu, il me dit, moi j'ai un film d'horreur chez moi. Ouais. Voilà, c'est un film en noir et blanc des années 60, enfin, moi il n'y a aucun effet spécial dedans. Et ça fout les pétoches. Il dit, moi j'ai des copains qui n'ont pas pu le regarder jusqu'au bout, quoi. Ouais. Alors tu penses à un truc comme ça à l'époque, moi ça m'a... je voulais absolument le voir, il fallait que je le voie. Alors j'ai mis le temps, et un jour il est passé sur Canal+. J'ai enregistré, et c'était la découverte, c'était vraiment la claque, parce qu'effectivement j'ai pu... Puisqu'en plus les films anciens comme ça, moi j'en avais vu assez peu. En plus voilà, un film de genre ancien, ça fait vraiment une niche, quoi. Et, oui. Non ? Il y a eu beaucoup de films dans les années 50 sur fantastique en fait. Alors niche c'est pas le bon mot, en tout cas c'était pas moi du tout mon truc de prédilection, c'est ça que je voulais dire. Okay. Et donc c'était vraiment la claque, voir à quel point justement on est capable, comment Robert Wise a été capable de faire peur avec un film en noir et blanc et du son, quoi, principalement. Ouais. Quoi. Ouais. Alors moi, c'est mes parents qui me l'ont montré. Alors, je reviens encore sur mes parents, parce que la dernière fois j'avais parlé de mes parents qui m'empêchaient de voir Jurassic Park. J'ai placé Jurassic Park dans ce podcast, c'est fait. Cette fois-ci, ils m'ont montré un truc, ce film-là, du coup, La Maison du Diable, en se disant c'est un vieux film. Je pense qu'ils se sont dit c'est un vieux film, ça doit pas faire trop peur. C'est ça. Moi, c'était un traumatisme de ouf. Je fais des cauchemars après et tout. Mais je les remercie beaucoup, parce que c'est vrai qu'il y a des films comme ça que tu peux voir à la limite de l'âge. Et ça te marque vachement, et moi c'est resté en tête, et du coup j'aime beaucoup ce film parce que je trouve qu'il a été presque pas surpassé dans le genre, enfin dans le sous-genre, on va dire, sous-genre de la maison hantée. Tu vois, je trouve qu'il pose les bases des films qui vont venir par la suite. Oui. Voilà. Donc on va arrêter de parler de notre ressenti, mais parler directement du film en lui-même. Ouais. Je vais un petit peu vous parler du scénario. Donc on va suivre, on va découvrir déjà au début du film une maison, une demeure qui est plus ou moins maudite, Hill House, qui a vu de nombreux drames. Marqué par le mal. Marqué par le mal. On te dit d'emblée en voix off que c'est marqué par le mal. Ouais. Les derniers habitants, qui s'appellent les Crane, ont eu une série de drames horribles. Hugh Crane, du coup, celui qui a fait bâtir d'ailleurs. Celui qui a fait bâtir la maison a perdu sa femme alors qu'elle roulait, était en charrette à cheval ou un truc comme ça. Oui. Du coup les chevaux se sont emballés, la roulotte percute un arbre et elle meurt tragiquement. En se rendant pour aller emménager dans cette maison justement. C'est ça, pour aller emménager. Et du coup il épouse une autre femme du coup qui elle aussi meurt mystérieusement en tombant dans un escalier. Et lui, je sais pas ce qu'il devient du coup. Je crois qu'il s'en va ou il parcourt le monde ou je sais pas quoi. Il finit, oui, c'est ça. Il finit mal ou je sais pas quoi. Voilà. Il laisse sa fille. Il laisse sa fille Abigail qui reste enfermée, cloîtrée dans sa maison toute sa vie en fait, jusqu'à être très âgée. Et au moment où un soir, elle réclame de l'aide à sa nurse, elle décède. Alors que sa nurse est en train de fricoter avec un mec et voilà, et du coup la nurse finira par se pendre aussi dans la maison, en haut du fameux escalier, pour ceux qui savent un petit peu déjà, qui connaissent le film. D'ailleurs on conseille fortement encore une fois aux gens de voir le film avant de venir voir d'écouter le podcast, puisqu'on spoil à fond. Voilà, on le répète encore. Et du coup des années plus tard, et c'est là que commence vraiment le film,
le docteur John Markway, invite plusieurs personnes à passer quelques jours dans la maison de Hill House afin de mener des expériences pour, en gros, essayer de percer les mystères du paranormal. Du coup, parapsychologie. Et du coup, il choisit des personnes qui ont déjà eu une expérience paranormale. Et il n'y a que 3 personnes qui vont répondre à l'appel. Donc, il y a une médium, une jeune médium, l'héritier du manoir, qui est complètement sceptique, lui, pour le coup. Oui, c'est ça, l'incrédule total. Oui, je ne sais plus d'ailleurs quel a été son contact avec le paranormal, mis à part qu'il c'est ça. Mis à part qu'il est l'héritier du château. Oui, c'est ça, je crois qu'il n'a pas vraiment lu en fait. Je sais plus. Lui, c'est juste un peu la caution, vraiment, j'y crois pas. Peut-être, ouais. En tout cas, pour le scénario, c'est la caution. Et une jeune femme, un peu mystérieuse, un peu bizarre, un peu fragile, voilà, qu'on va découvrir tout au long du film et qu'on va suivre en fait, on va être littéralement dans sa tête, puisque la voix off du film, ça va être sa voix à elle, c'est elle qui va mener le film en fait. On va voir monologue intérieur très régulier. C'est ça, et on va voir le film à travers elle surtout. Et du coup, forcément, plusieurs événements terrifiants vont suivre et amener les personnages au bord de la folie. Voilà la maison du diable. Tout à fait. Alors, comment c'est arrivé un petit peu ce projet Déjà, on rappelle un petit peu qui est Robert Wise. Robert Wise, c'est un réalisateur américain qui est connu pour avoir fait, co-réalisé West Side Story. La comédie musicale mythique. Remaké par Steven Spielberg. Voilà, c'est ça. Il y a 2 ans maintenant, que j'adore. Au passage. Ça, c'est un super film. Si vous ne l'avez pas vu, trouvez-le, mais c'est musical de fou. Voilà. Mais Wise avait déjà révolutionné le comédie musical avec West Side Story du coup en 61. Je crois ça va être 2 ans avant seulement. Ouais. Et d'ailleurs, il a lu le livre qui s'intitule en français La Maison hantée durant la préparation de West Side Story et qui l'enchaînera après, qui sera son... Et le bouquin, est-ce que tu peux en parler un petit peu Oui. Donc sorti peu de temps avant finalement le film. Alors c'est un livre qui date de 59. 59, d'accord. Ça je n'avais pas la date. Donc un roman d'épouvante de Shirley Jackson, une autrice américaine, une autrice majeure, mais on peut dire de la littérature d'épouvante américaine. Dont ce sera intéressant d'ailleurs de parler un peu de la vie, parce qu'il y a des similitudes, des parallèles assez forts entre notamment le personnage de Nell et puis elle, qui sont assez marrantes. Et juste pour revenir à son livre, que je n'ai pas lu, mais qui me donne très envie, Stephen King en a dit que c'était un des meilleurs romans fantastiques du XXe siècle. Voilà, rien que ça. Donc, on peut faire confiance à Stephen King là-dessus, je pense. Voilà. Et donc, qui retrace à peu de choses près. Les noms des personnages ont été changés pour le film. Les personnages ont des noms différents. Après, il faut... du coup, je pense qu'on va aborder le film, puis on va faire des parallèles au fur et à mesure. Moi, je peux parler un petit peu de l'histoire de la production du film. Du coup, Robert Wise, après West Side Story, était toujours sous contrat avec la MGM. Enfin, il a fait un film entre-temps, mais je ne sais plus lequel. Mais il était encore sous contrat avec la MGM. Et il devait faire notre film. C'était vraiment... il était poussé à faire notre film. Donc il a cherché aussi à financer le film pour monter le budget et faire un film à la hauteur de ce qu'il imaginait. Et pour Wise, c'est un retour aux origines, puisqu'il a déjà réalisé des films fantastiques dans les années 40, comme un film qui s'appelle La malédiction des hommes chats. Oui. Qui surfait un peu sur le succès de La Féline de Jacques Tourneur. Avec beaucoup de retenue et un travail un peu malin en fait sur la mise en scène pour éviter de faire des gros effets en fait trop visibles, trop crus en fait, et vraiment jouer sur l'imagination du spectateur. C'est pas le seul à avoir adapté, on peut vite fait en parler des autres adaptations, mais il y a eu d'autres adaptations. Il y en a une en 99 par Ian de Bont qui a fait Speed, Twister, Speed 2. Ils sont pas toutes des grandes réussites, mais pas Speed toujours, est sympa, mais qui est hantise, qui a la réputation d'être très mauvais, quoi. Il paraît. Moi j'ai vu quelques extraits et effectivement, tout ce qui était, les séquences que j'ai reconnues en fait dans des extraits du film de 99 de Ian de Bont, c'est la même chose, sauf que c'est en couleur évidemment, mais
C'est des gros effets spéciaux Bah très oui, visibles. c'est ça. C'est-à-dire Aux que il y a antipodes de- là où dans celui de Wise, il y a des statues qui ne bougent pas, qui Oui. sont un peu mystérieuses dans l'ombre, lui, il les montre en pleine lumière et en plus, elles bougent et tout. Oui, Elles c'est crachent ça. du feu, limite, tu vois. Oui, c'est ça. Enfin, c'est aux ça a pas antipodes du l'air, truc, quoi. ouais, Il y ça- a pas de le principe. Enfin, le film de Wise, il n'y a pas d'effet visuel. Il y en a un effet visuel en fait dedans. Il y a un effet spécial Hmm. dont on pourra parler. Oui, Mais, ouais, carrément. mais sinon, c'est que du son et des plans, voilà, dérangeants et voilà. Exactement. Et donc, Et il y a eu une autre adaptation Oui. en série sur Netflix Oui. qui s'éloigne pas mal du roman, mais qui reprend. Elle pioche dans le roman et elle pioche aussi dans le film de Ouais. Wise. comme si c'était une suite un petit peu. Enfin, on peut Peut-être. parler Alors je sais de pas, ça moi un j'ai peu. regardé que les 3 premiers épisodes. Qui Et- sont pas mal, hein. ouais. Franchement, c'est vraiment c'est sympa. superbe. Ouais, c'est assez superbe. différent, Ouais, mais c'est pas mal fait. C'est très très beau, ouais, c'est très bien Ouais. joué, il y a une ambiance superbe. Vraiment, Ouais. ça Non, renouvelait c'est- un petit peu le genre, ça donnait un peu d'air frais au genre, je trouve. Ouais. Vraiment, ça se regarde tout seul. Hein, Je pense que c'est. Ouais, enfin, ouais, j'ai bien accroché. Mm. J'ai pas encore fini, mais j'ai bien accroché. des bons moments bien flippants. Et, il y a eu aussi un autre remake de 73, moi, que j'ai vu, qui s'appelle La Maison des Damnés. Alors, j'ai pas noté le nom du réalisateur. Et voilà. Et juste aussi, je sais qu'il y a Wes Craven, donc l'auteur de Freddy, qui à Ouais. l'époque de début des années 2000, non fin 90, travaillait sur un remake aussi. D'accord. Et C'est pas fait. il s'est pas fait parce que le studio s'est désintéressé du projet petit à petit et en fait on lui a proposé plutôt de tourner Scream. Dommage. Voilà. Bah, bon, moi je suis pas très fan de ce Oh, film. non, bah, c'est gentil et Scream. Hein. Oui. On va aborder un peu plus maintenant, peut-être, le film en lui-même. Ouais. Déjà, ce qui t'a plu? Alors, ce qui m'a plu déjà, moi, c'est donc c'est la. Enfin, est-ce que le film t'a plu, en fait? Ça m'a plu. Déjà, ça m'a plu. Ça m'a plu. À le revoir aussi. tu À le vois, revoir aussi. Peut-être un peu moins la claque qu'auparavant, la première fois que j'ai découvert, mais c'est toujours impressionnant de voir la modernité déjà voilà, avec laquelle c'est mis en scène, les trouvailles qu'il a au niveau des plans, Ouais. voilà, et puis tout de suite comment il arrive à t'englober dans un, comment il t'étouffe tout de suite en fait quoi, Oui. avec ce film. Oui. Quoi, voilà, tu parles Très étouffant, ouais. ouais, avec un décor, notamment la maison, le château qui est bon, déjà qui est imposant, qui est lourd quoi, qui est là, qui est toujours filmé là de très bas, vraiment toujours au pied du château. T'as jamais de vue aérienne du château, c'est toujours une espèce de comme ça qui est devant toi. Et il puis est toujours filmé en contre-plongée. contre-plongée. Et puis l'intérieur qui est chargé, mais comme c'est pas possible, avec Ouais. vraiment qui est resté dans son jus vraiment du 19e siècle. Ouais. Et donc de la particularité qu'il n'y a pas d'angle droit dans les pièces. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc oui, il joue vachement sur les angles, alors, même la maison a été conçue vraiment pour que ce soit qu'elle soit perturbante. Toutes les pièces que tu vois, tu sais pas où est l'angle, tu sais pas comment c'est foutu, t'as du mal à te situer en fait. Ouais. T'as une architecture baroque qui défie la logique presque, tu vois. Oui, c'est ça. Et il y a même des miroirs assez présents aussi. T'as un paquet de trucs qui déforment vraiment la perspective aussi. Ouais, et puis des papiers peints à motifs pas possibles. Des Oui, trucs et qui ont du vraiment- sens d'ailleurs. Ouais. Pour chaque personnage, dans chaque chambre qu'ils occupent, ça a un peu de sens sur ce qu'il y a sur la tapisserie. Par exemple, le personnage de Nell qui est très légère, très fleur bleue presque, c'est des fleurs qu'il y a sur la tapisserie. C'est assez joyeux, voire naïf. Tandis que sur d'autres personnages, je sais plus lesquels, mais c'est beaucoup plus sombre sur le docteur ou sur Théo aussi. Mhm. Enfin, ça joue beaucoup dans le décor parle de lui-même, et la maison elle-même est un personnage. Sur les choix de réalisation, il y a des trucs assez marqués, par exemple tout simplement le noir et blanc. Ouais. À l'époque, ils pouvaient faire de la couleur, hein. Oui, Il y a- West mais Side Story c'est- qui est voilà, couleur, qui utilise très bien d'ailleurs la couleur. Mhm. Le choix du noir et blanc, il est fait. Alors j'ai beaucoup écouté le commentaire audio du film. Le réalisateur dit que vraiment c'est un choix qui est fait pour aller à l'essentiel, qui est fait pour aussi ne pas avoir de repères via les couleurs, tu vois, pas Oui. Oui, identifier de choses qui pourraient te détourner du ressenti. Ça joue sur l'atmosphère, sur la Ah simplicité. oui, c'est ça. Et t'as même à l'extérieur, quand t'as les plans à l'extérieur avec le ciel qui est très sombre, tu sais, avec les nuages, Ouais. ils ont utilisé des filtres infrarouges Ah ouais. pour marquer le contraste, pour vraiment faire un truc un peu surnaturel quoi, dans l'image. D'accord.
Et ça fonctionne hyper bien, quoi. T'as vraiment une atmosphère pesante, quoi. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est ça. Et puis les plans, effectivement, qu'il utilise, notamment dans les moments un peu inquiétants, genre des moments de trouble ou d'hallucination, où d'un coup la caméra se met qui est face notamment à Nell, à un moment, la première fois qu'elle a une espèce de moment de flottement, là où t'as la caméra qui est face à elle, qui se met à reculer, à aller à gauche, à droite, tout en la filmant. Oui, et elle qui plonge dans l'ombre en plus. Il y a un jeu de lumière où c'est vraiment, elle se fait vraiment manger par la maison, quoi. Ouais. Jusqu'à ce qu'il y ait un personnage qui ouvre une porte à un moment donné et qu'il la sorte de là. Mais elle se fait vraiment, je sais pas comment dire, assimiler. Oui, c'est ça, happé par la maison. Et ça, il y a des plans comme ça qui marquent, je trouve, dans ce film. Oui. Comme le plan aussi au début, la seconde femme de Ukraine, là, quand on va dans le flashback. Oui, dans les flashbacks, déjà, il y a des trucs qui tombe dans l'escalier et qui finit, la scène finit avec un plan subjectif de elle qui finit la tête en bas, du coup, ce qu'elle voit elle au moment où elle meurt, quoi. Oui. Et donc on voit la porte d'entrée en face. Oups, oui, la porte d'entrée mais à l'envers, du coup, puisqu'elle finit la tête en bas. Oui, c'est vrai. Hyper impressionnant. Il y a pas mal de côtés subjectifs dans le film, surtout pour le personnage de Nell, qu'on va en parler un petit peu, du coup, peut-être de développer un petit peu le personnage, qui est vraiment le personnage central, où c'est vraiment un personnage un peu paumé, un peu fragile, qui vit chez son frère, dans le salon de son frère. Qui n'a pas de chez elle en fait, qui a passé sa vie à être au chevet de sa mère malade. Ouais, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est qu'en plus d'avoir été au chevet de sa mère, elle n'a aucune reconnaissance d'avoir sacrifié sa vie pour ça, quoi. Que ça. Oui. Elle a besoin de ça aussi. Parce que là, pour son frère et sa belle-sœur, c'est juste une parasite un peu, quoi. Là, elle a passé, elle a sacrifié sa vie professionnelle, enfin tout, elle a sacrifié sa vie tout court. Tout sacrifié. Pour s'occuper de sa mère, qui en plus elle-même était n'était pas reconnaissante des soins là, quoi. Et on le sent qu'au début elle est dans un état de... Bah, tu commences par une scène d'engueulade en fait avec elle, avec sa sœur. C'est vraiment. Elle a pas de vie, elle est paumée, et puis elle est pas reconnue par ce qu'elle a fait, alors que c'était ingrat, et puis finalement maintenant elle sait plus quoi faire de sa vie, et puis sa famille, là, elle a plus envie de sa famille, quoi. Vraiment, elle est dégoûtée d'avoir été traitée comme ça, quoi. Et du coup, elle est invitée par le docteur Mark Way. Et là, c'est une fuite pour elle, c'est-à-dire qu'elle va s'accrocher à ça. Du coup, il y a cette scène où elle prend sa voiture. Je sais même pas si c'est sa voiture, c'est peut-être la voiture de son frère d'ailleurs. Je sais plus. Oui, parce qu'elle a rien. Elle vole la voiture de son frère et de son beau-frère. Son frère ? Oui, c'est peut-être sa sœur et son beau-frère, ouais. Non, je crois que c'est son frère. Son frère ? Je suis pas sûr. Bref, on va dire son frère. Donc elle vole la voiture de son frère et du coup elle s'enfuit, elle va vers Hill House. Et je trouve que cette scène fait vachement penser à Psychose. Oui, le début, la fuite aussi, quoi. Qui est sortie 3 ans avant, c'est peut-être pas anodin. Et il y a avec cette voix off, avec ce plan face à la voiture, avec la personne qui conduit, tu vois. Et c'est ça. Et qui fuit quelque chose aussi, tu vois, qui fuit pour refaire sa vie. Ouais, c'est ça, c'est vrai. J'ai pas pensé. C'est un peu le même truc, c'est même ambiance sur quelques plans. Tu repenses vraiment beaucoup à Psychose. Et en même temps, le film te montre que clairement, elle a un grain de folie, tu vois. Mais quand elle est confrontée aux phénomènes paranormaux, là où tu pourrais penser que les phénomènes paranormaux, c'est ce qu'elle imagine, ce qui est dans sa tête, on t'indique clairement qu'il y a d'autres témoins dès le début du film. Oui. Dès la première manifestation, une des premières manifestations, tu comprends qu'elle n'est pas la seule à voir ça, qu'elle est certes, elle est un peu folle, mais c'est des événements réels qui profitent peut-être de sa faiblesse, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est que elle est partagée pendant tout le film aussi entre la peur de ces phénomènes et cette espèce d'attirance, quoi. Ça, quoi. Et ça c'est intéressant parce que du coup, elle trouve rapidement dans le film, en cette demeure, son nouveau chez elle. C'est ça, quoi. Et c'est un redémarrage pour elle à zéro, complètement délirant. Oui. Je vais habiter ici, et maintenant c'est chez moi. Et je vais enfin avoir une vie. Je vais enfin avoir ma vie, quoi. Voilà. Et du coup, elle va rencontrer les autres personnages. Oui, tout à fait. Donc elle va rencontrer le docteur. Même pas, je crois qu'elle croise d'abord. Elle arrive toute seule, il n'y a personne dans la maison. Oui, elle croise d'abord Théo. Au début, il y a personne. Il y a la fameuse servante. Oui, et puis le gars. Le mec à l'entrée de château. Le couple qui garde la maison, quoi. Et dès le début, elle arrive devant la maison. Et il y a un vrai côté progressif où on arrive avec elle devant la maison. Le gardien commence déjà à dire
on n'a rien à faire ici, Oui, c'est une maison ça, maudite et tout, oui, et il ça, la dissuade, et puis elle finit par insister et à s'affirmer, en fait, elle commence aussi à s'affirmer, et elle obtient ce qu'elle veut, parce qu'il finit par lui ouvrir les grilles. Et là, tu as un plan subjectif d'ailleurs, où on t'ouvre les grilles à toi aussi. Oui, c'est ça. Oui. Et on t'invite toi aussi, spectateur, à rentrer dans la maison, et il y a un côté fantôme, je sais pas, enfin il y a un côté, Oui, on c'est t'invite ça. et tu Oui, vas c'est- toi-même ouais. faire l'expérience, en Ouais, fait, c'est tu ça. vois, Oui, avec c'est eux. ça. Et ça, c'est génial. Ouais, c'est super. Ouais. Et donc, oui, et puis, donc une fois arrivée devant la maison, elle toque à la porte, et là, il y a une personne, pour l'instant, non, c'est la servante, la femme du gardien, Oui, c'est ça. et qui est Mrs. Dudley. Mrs. Dudley, qui est vraiment l'archétype de, je sais pas comment dire ça, moi, un peu un personnage de film d'horreur, un peu qu'on voit, genre, c'est la personne qui met en garde, qui sait ce qui se passe, Un peu froid et et puis complètement robotique, là, qui répète les mêmes choses aux gens tout le temps, les mêmes phrases, quand il dit quand on est tout seul, dans le noir, et puis elle elle répète à chacun. répète, et c'est un truc qui est repris dans la série de The Hunting. Elle fait ça à un moment donné. C'est un peu le truc qui revient sur. Il y a vraiment des phrases, des répliques qui sont marquantes, je trouve aussi. Et du coup, donc elle arrive dans la maison. Et là, il y a un plan qui est vachement intéressant. Je sais pas si tu as remarqué. Un plan où elle voit son reflet dans le parquet qui est ciré. Ou en tout cas une dalle, je sais pas quoi. On a déjà vu ce plan chez Wise. Dans West Side Story. Oula. Ouais. Ok. Et que Spielberg d'ailleurs a repris dans son film. Okay. Quand il est dans la boutique du doc. Okay. Et que le sol est nettoyé, il y a son reflet aussi. D'accord. C'est vraiment un truc que Wise. Voilà. Pas du tout. Et dans ce plan-là, tu as vraiment ce côté, elle est déjà assimilée à la maison. Tu vois, elle est déjà dans la maison. Elle est déjà prisonnière. Oui, c'est ça. Ce qu'il fait aussi avec les miroirs, du coup. Dans le film, c'est un peu disséminé. Tu as souvent des miroirs qui prennent de la place dans les cadres aussi du plan. Et qui sont pas droits, qui déforment en plus la pièce encore plus, tu vois, qui a un côté un peu bizarre. Et qui est vraiment, le miroir, il est à côté de tableaux. Donc, il y a un côté, t'as les tableaux des anciens propriétaires et t'as déjà eux qui sont déjà dans un tableau, tu vois, dans le miroir. Oui. Donc, ils sont déjà prisonniers. Ouais. Et ça ajoute au côté déformé de la maison, mais ça, en plus, ça te dit déjà, bah ça y est, ils sont déjà foutus, en fait. Ils sont déjà prisonniers. Et ça enferme encore plus les personnages. Enfin, je trouve ça génial. Surtout qu'en plus, même l'effet miroir, là, quand à la fin, là, il y a la scène de panique, là, quand ils sont tous dans la même pièce et qu'elle décide de courir jusqu'à la chambre d'enfant, là, elle a l'air dans les couloirs, là, et que tu sens que la maison, comme si elle était vraiment vivante autour d'elle, et que cette espèce de miroir où elle fonce sur le miroir, tu sais, là, elle arrive la tête en gros plan de la caméra. Miroir qui déforme à balle en plus. Oui, c'est ça fait presque un œil de bœuf. Quoi, et qui vient être contre le miroir, qui s'enferme elle-même, en fait. Elle laisse sa propre limite, je sais pas comment dire, mais il y a un truc hyper... Et ce plan-là, il me faisait penser déjà à un autre plan dans une série, dans la 4e dimension. Un épisode assez connu où c'est un personnage qui est tout seul dans une ville déserte, tu vois, il n'y a plus personne. Je crois que c'est une histoire de voyage dans l'espace, il revient sur Terre, il n'y a plus personne. Je sais plus ce que c'est, ce truc comme ça. Du coup, le personnage est complètement isolé, il commence à péter des plombs. Et à un moment donné, tu vois un plan où il court vers la caméra, et en fait, il court vers un miroir, et il se prend le miroir qui est brisé. Ça m'a fait penser à ça. Tu vois. Ok. Ce côté, il y a des personnages paumés, quoi, perdu et complètement. D'accord. Donc ça fonctionne bien, ce plan-là aussi. Et donc, elle finit par rencontrer, une fois installée, elle finit par rencontrer Théodora. Théodora, voilà. Qui est surnommée Théo. Oui. D'ailleurs, c'est un personnage intéressant finalement parce qu'elles vont s'attacher l'une à l'autre. Il y a même, alors c'est pas clairement dit, mais il y a carrément une relation. On est sur une relation homosexuelle presque. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, c'était voulu par le réalisateur pour le coup. J'ai écouté, ça m'a confirmé ce que je pensais. D'accord. Ouais. Vraiment, Théo va être attiré par Nell, le personnage de Nell, quoi. D'accord. Elle va souvent avoir une espèce de relation un peu étrange avec elle, du coup. Elle va s'attacher à elle, quand elle a peur, elle va vraiment être près d'elle. Et à la fois aussi, elle va la repousser, elle va souffler le chaud et le froid, quoi. Des fois, elle va être très sarcastique, très piquante aussi. Il est assez intéressant. Et du coup, l'actrice qui joue le rôle était beaucoup intéressée par juste l'idée de t'attirer de deux personnages féminins qui s'attirent. Et du coup, le personnage de Théo, du coup, qui est médium et qui va ressentir un petit peu avant ce que les autres ce qui va arriver, ce qui est intéressant au niveau de la mise en scène. Oui. Tu vois.
Donc c'est elle qui va dire il va se passer quelque chose. Là, tu vas commencer à avoir peur. Et qui est super bien joué aussi. Enfin, tous les personnages jouent bien d'ailleurs. Et on a le troisième invité qui vient par la suite. Ouais. Avec le docteur Mark Waid. Mark Waid. Donc tu parles de Luc du coup là, c'est Luc Sanderson. Tu veux en parler? Oui, bah c'est le. Alors Luc Sanderson, du coup, oui, c'est un personnage à part, parce qu'on n'est pas sûr lui qu'il est vraiment, par rapport à sa personnalité, qu'il ait un contact. Je crois qu'il n'en a pas eu lui de contact avec le paranormal. Lui, c'est l'héritier en fait simplement quoi de la maison, quoi. C'est-à-dire que c'est le neveu, je crois, c'est ça, de la dame que rencontre le professeur Dr Mark Waid au début. Ouais. Voilà. Donc c'est un. Voilà, comment dire, le personnage incrédule, voilà, qui est par ailleurs aussi, on peut dire, un acteur déjà de Robert Wise par le passé, puisqu'il joue dans West Story. Oui. Et donc. Il jouait qui dans. Ah là, je sais plus, c'est dans le camp. Il me semble il joue Riff dans West Story, il me semble. Ouais. D'ailleurs, l'acteur, c'est intéressant de dire comment est son rapport avec son personnage à lui. Il voulait pas jouer le personnage. Ça l'intéressait pas trop, mais il a été poussé par la MGM, avec qui il avait un contrat aussi, et la MGM lui a dit si tu fais pas ce rôle, on te rompt ton contrat. D'accord. Donc il l'a fait. Oui, il l'a fait. Et il reconnaît rapidement par la suite que c'est un de ses meilleurs rôles. Voilà. Vraiment. Bon. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Mais il est très bien. Du coup, il joue très bien le rôle. Il est insupportable parce que vraiment, il croit à rien, il pense qu'à draguer, à boire des coups. Oui, ou faire des blagues tout le temps. Quand il demande si le fantôme qui viendra le voir sera homme ou femme, voilà, ça donne assez vite le ton. Un peu graveleux, voilà, un peu beauf c'est ça. sur les bords. Et donc voilà, et puis le petit bourgeois très insouciant, quoi. Voilà, c'est l'héritier de la maison, quoi. Et c'est intéressant d'avoir des personnages très tranchés, très différents, parce que du coup tu peux t'identifier à un des personnages. Et au bout d'un moment, ils vont tous en prendre plein la tronche et avoir tous peur en fait, et céder en fait. Tu vois, lui qui est très sceptique, quand tu arrives au climax du film. Il y a un moment donné où il est terrifié, il se prend les faits, il se prend le phénomène, il voit que c'est réel, et il est terrifié, et là tu te dis c'est foutu en fait, il y a plus de tu vois, c'est terrifiant pour le spectateur, et il y a même un moment où il dit je sais pas ce que c'est mais je veux l'ignorer. Oui, c'est ça, c'est exactement ce que toi tu te dis en tant que spectateur. Tu sais très bien qu'il y a un truc. Mais tu n'as pas envie de le voir. Parce que alors, déjà, si tu le vois, tu vas être déçu, je pense, tu vois, parce que ce ne sera pas à la hauteur de ce que tu imagines. Et en même temps, c'est tellement terrifiant que tu n'as pas envie de le voir. Et je trouve ça, et ça résume bien ce qu'a voulu faire Wise dans la mise en scène de tout ce qui est phénomènes paranormaux. Je voulais dire un petit mot sur d'autres personnages, juste le docteur on n'a John. pas trop parlé du coup. Ouais, on n'a pas trop parlé d'ailleurs. Qui est un personnage un peu mystérieux, un peu. Ouais. Un peu, c'est lui qui est le scientifique en fait pour le coup, qui s'intéresse, qui a l'esprit ouvert, mais qui reste scientifique. Mais c'est vrai qu'il a ce côté assez léger, un peu le belâtre là, un peu assez beau gosse, avec sa petite moustache bien propre sur lui. Et tu sais que l'acteur a été approché pour jouer James Bond. Ah bah ça m'étonne pas ça. Ce qui est encore plus rigolo, c'est que celle qui joue sa femme dans le film, qui joue Grace, sa femme, elle joue Moni Penny dans les James Bond. Ah, je savais bien que je connaissais sa tête. Mais carrément. C'est marrant. Oui, c'est sûr. C'est une anecdote. C'est marrant, je n'ai pas tilté plus que ça. Ah oui, d'accord. Ouais, mais lui, très. Et justement, il a ce côté à la fois. Charmeur aussi, tu vois. Charmeur, et puis à la fin, vachement impliqué à ce qu'il fait. C'est qu'à la fois. Il veut qu'il se passe quelque chose, il est là pour ça, et en même temps il a ce côté très léger, très détaché du truc, c'est assez particulier. Très scientifique en fait, dans l'analyse en fait. Puis il prend plaisir en fait à faire découvrir ça aux autres, il les emmène, il leur explique, il leur raconte l'histoire du truc. C'est presque un réalisateur qui vient amener ses acteurs à participer à un truc, tu vois. C'est ça, je sens qu'il est vraiment habité par le. Il pense maîtriser le truc en fait. Oui, c'est ça. Il est vraiment comme un enfant quand même. Jusqu'à ce que sa femme arrive en fait. Oui, c'est ça. Et là, ça vient troubler un petit peu sa tranquillité à lui, puisqu'elle va se mettre en danger justement. Oui, c'est ça. Et puis déjà qu'elle est clairement identifiée dès le début comme quelqu'un d'assez antipathique, assez hautain. Et pour le coup, sceptique aussi.
c'est elle petit, vient oui, un peu tant qu'à narguer faire. en disant ah Oui. bah je vais aller m'installer, Oui, puis c'est tu vas ça, voir, oui, on va voir ça. s'il y a des fantômes, ça va Oui, être c'est amusant. Puis dans l'endroit le plus dangereux, tant qu'à faire, dans la Et nurserie. d'ailleurs, poussée par Nell, qui elle, entre-temps, tombe un peu sous le charme du docteur. Oui. On voit. Et du coup, quand sa femme arrive, clairement, le docteur ne veut pas que sa femme aille dans la chambre d'enfant. Oui, oui. Et Nell glisse ah, mais non, mais faut mieux pas aller dans la pire chambre du château. Ah oui, oui, c'est ça, Et exprès. puis tout de suite, l'hôtel. Grace dit ah bah je vais aller dans celle-là, Oui, ça va être c'est amusant. exprès, voilà. Il Bien y a joué, un côté bien où joué. Nell, jalouse, pousse un peu, Oui, tu vois, Pousse à la faute. pousse à la faute ou pousse à se débarrasse un peu de ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, mais... Ouais. Non, c'est hyper vraiment. Et puis, tu sens plus le couple bourgeois. Alors, c'est la version française a décidé qu'ils se vous voyaient. Je sais pas si. J'ai pas tilté ça. Mais si, ils se vous voient en fait dans les sous-titres, ils se vous voient. Ah sauf oui, que oui, le oui. vouvoiement, ça c'est toujours marrant ça quand les doubleurs décident eux-mêmes, c'est eux qui prennent la décision que les gens se vous voient, mais c'est vachement lourd de Ça décision. pose pas toujours. Ouais, c'est toujours difficile quoi. Alors que bon, en anglais, il n'y a pas de vouvoiement. Oui, c'est vrai. Mais après, on les voit très bien se vous voyez, il n'y a pas de Oui, souci, c'est hein. ça. Quand tu vois le un peu style. sur la personnalité de chacun. Ouais. Ça colle avec leur personnalité. Ça colle. Ouais, Ouais. Et pour finir sur l'épouse, Grace, oui, l'épouse du docteur Markouet qui vient ici et qui est vraiment identifiée dès le début comme une punaise, quoi, qui respecte pas le travail de son mari, qui vient là pour l'humilier, pour lui montrer que c'est n'importe quoi, parce qu'elle n'y croit pas, et voilà. Alors qu'elle pourrait être une épouse bienveillante et dire, bah écoute, j'y crois pas, mais j'ai... là où lui il reste ouvert pour le coup, Voilà. elle se ferme complètement à ça et Voilà, s'en ça. moque. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis elle pourrait dire, bon, je suis juste une observatrice bienveillante, Oui. et non, je vais te ridiculiser. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment identifié, voilà, pas de souci, c'est une emmerdeuse. On a fait un peu le tour des personnages, on va peut-être revenir sur l'histoire où on l'avait laissé, donc quand Nell est arrivée à Hill House. Ouais. Elle a fait la connaissance de différents personnages et la première nuit il va se commencer à se passer des choses du coup. Et donc elle est voisine de la chambre de Théo. Et dans la nuit il y a des coups qui sont frappés très puissants, qui font assez terrifiants. Elle se réveille et elle dit oui maman j'arrive. Ce réflexe de dire ça parce que sa mère effectivement devait probablement taper sur le mur avec sa canne. Elle est dans un demi-sommeil en train de comme si elle parlait à sa mère. Voilà, et elle se rend compte que c'est des bruits qui sont réels. Ils sont là, elle entend Théo qui l'appelle et va dans sa chambre pour qu'elle soit pas seule. Voilà. Alors ce qui est intéressant du coup c'est que là on comprend rapidement qu'elle a elle a une vie un peu parallèle de celle de Abigail qui était la fille du coup. Des Crane et qui était restée toute seule dans la maison avec sa nurse. Ouais, c'est ça. Et qui tapait aussi contre le mur. On voit au début du film elle tape avec sa canne quand elle est en train de mourir pour essayer d'appeler sa nurse qui ne vient pas. Ouais, c'est ça. Et la gamine qui est restée vraiment traumatisée par cette vie de malheur, qui est restée dans sa chambre d'enfant toute sa vie, dans son lit d'enfant. Et d'ailleurs, ce plan assez inquiétant où on la voit vieillir au même endroit dans son lit. On passe de la petite fille à la vieille dame. Enfin, on passe d'abord la petite fille à la femme adulte, puis la vieille dame dans le même lit, dans la même position. Oui. C'était bien avant le morphing et c'est fait avec plusieurs plans. Ouais. Où tu as un fondu où tu la vois dans son lit avec son visage triste à chaque fois. C'est cette musique qui où tu sens vraiment les années qui passent et elle gâche sa vie là. Elle est rattrapée par la vieillesse qui arrive à toute allure en fait. Oui, c'est ça. C'est assez effrayant. Et donc ce fameux plan de la canne qui tape sur le mur quand elle fait avec vraiment une musique en plus qui est synchro avec les coups, les bam bam. Oui, je sais pas si c'est de la musique. Ah si, il y a peu de musique, je crois en plus dessus. Il me semble. Je pense que c'est vraiment un effet sonore qui est très puissant, qui était d'ailleurs passé aux acteurs sur le tournage. Ouais. Pour moi, c'est juste un coup en fait. Okay. C'est juste des coups qui forment un truc assez terrifiant. Et donc ces coups qui les réveillent en pleine nuit, sont bien réels. Et annoncent quelque chose qui arrive en fait, qui sont de plus en plus forts, qui arrivent devant leur porte. Ouais. Et qui se mettent à taper sur la porte. Et à bouger la serrure, enfin la poignée. Et on voit vraiment leur regard. C'est un montage qui alterne entre leur visage à elles deux qui sont dans le lit en train d'observer ça. Ouais. Et des très gros plans sur
sur la porte, sur la poignée. Ouais, Encore notamment une la fois, poignée qui a un petit soleil, je crois, de gravé oui, dessus. un visage en fait, déjà un visage. ouais. Et les visages sont très très présents dans toute la maison. Ouais. Que ce soit vraiment via des statues ou des masques, des trucs comme ça, ou la poignée de porte, ou simplement des formes qui rappellent un visage ou un regard. Ouais. Ce qui fait que... et ça bouge pas, enfin, il n'y a pas de mouvement de visage, c'est juste que ça donne un regard de la maison sur les personnages, en fait, ou des fantômes, en tout cas. Et c'est là où ton imagination prend le relais. Il te donne suffisamment pour que tu sentes un regard, mais tout le reste, la matérialisation vraiment d'un monstre, c'est toi qui va tu fais le faire, il t'incite à tout faire. Ou qui ose même pas imaginer ce que c'est, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est là que c'est pour ça que ça marche aussi, la suggestion. Oui, et tu as des plans subjectifs, d'ailleurs presque subjectifs, je trouve, du fantôme, puisqu'il y a une espèce de grand angle où tu vois les deux femmes dans le lit, très loin, un plan depuis la porte, en fait, depuis la vitre qui est au-dessus de la porte. Oui. Quand elle dit ça tape au-dessus de la porte, tu as un plan où on voit effectivement au-dessus de la porte, et il y a un contre-champ, en fait, où on voit presque à travers. Ouais. Alors, on voit pas à travers, mais c'est vraiment presque du point de vue un peu haut de la porte. Ouais. En plongée, du coup, qui écrase les personnages, effectivement. Tu dis, qu'est-ce qui les regarde, là? Et la caméra qui suit le mur, comme si elle suivait quelque chose qui est derrière le mur, qui marche, ou qui est dans le couloir et qui fait... Qui respire près de la porte, comme si un animal qui respirait, qui grattait à la porte, et la caméra qui bascule comme ça. Et qui se met la caméra qui est un peu mouvante, un peu instable, en fait, déjà, à ce moment-là. Et t'as carrément un zoom, enfin pas un zoom, un travelling avant, très rapide vers la porte. Ça se met à cogner à fond les ballons. Et alors là, tu peux pas ne pas penser à Evil Dead. Ah bah oui. Hein, tu vois, qui s'est probablement inspiré, qui a probablement vu le film, comme sûrement, beaucoup d'autres. Hein. Sûrement, Mais moi, je pense vachement à Evil Dead sur plein de trucs, sur pas mal de plans dans ce film. C'est travelling très rapide, il y a plusieurs travelling rapides comme ça dans le film. On sent que les deux réalisateurs, ils ont le goût vraiment du beau plan original. Et qui veut dire quelque chose. Ouais, c'est ça. Qui est dans le surnaturel, qui a un mouvement qui est complètement démesuré et qui fait peur, quoi. Ouais, et du coup, à la fin de la scène, il y a un côté... elle tombe sur Markway et Luke qui n'ont rien entendu. Qui ont entendu autre chose, un chien dans qui cherchait un chien dans le jardin. Et c'est là où moi ce qui commence vraiment à travailler l'imagination, c'est qu'on te parle aussi de choses comme ça, comme du chien que t'as pas vécu, que t'as pas vu en fait. Mais rien que le fait de t'en parler et d'imaginer qu'il y a un chien mais que personne ne voit, ça rajoute, il te donne juste ça, tu n'as rien vu, mais t'imagines déjà en fait la scène, tu les imagines en train d'entendre ce truc là, en train d'entendre un chien qui sort de nulle part. C'est ça. Et ça arrive 2-3 fois dans le film, ce côté, comme quand, plus tard dans le film, avec la femme du docteur qui est à l'étage, alors qu'eux ils sont en dessous, tous dans le salon, et le docteur qui prend peur et qui dit il y a ma femme au-dessus, et on comprend que les coups en fait répétés, les coups ils viennent de la chambre d'enfant, vont vers la chambre d'enfant. Ils sont en dessous, ils sont à leur niveau et ils montent, et là tu te mets à imaginer ce qu'elle est en train de vivre en fait. Oui, c'est ça. Et tu la vois quasiment pas, tu la vois pas d'ailleurs, tu vois pas du tout de son point de vue elle, mais tu te mets à imaginer, tu te mets à la place des personnes à s'inquiéter et essayer d'imaginer, et ça je trouve que c'est glaçant. Au-delà de ce que je disais, des visages qui sont présents, tu as aussi 2-3 plans, surtout au début du film, des transitions en fondu, tu sais, entre deux plans, et il rajoute en surimpression des visages ou des trucs un peu bizarres, tu vois. Je sais pas si t'as fait gaffe à ça. Je me rappelle plus de ça. C'est vraiment au début du film surtout, je crois, où t'as des plans, juste des transitions en fait, en fondu, et en plus de la transition, tu as un espèce de visage qui apparaît une demi-seconde en fait. Ah écoute, non, j'ai pas noté ça. Il y a un côté presque subliminal, tu vois, pour te mettre des trucs dans la tête où tu t'en aperçois même pas en fait. Je trouve ça hyper efficace. On te rappelle vraiment des visages, des trucs, hein, c'est assez flippant. T'as beaucoup de plans aussi qui laissent beaucoup de place vide en arrière-plan dans l'image, où tu vois des formes ou des visages ou des trucs sombres en fait, imposants, oppressants en fait. Oui, c'est ça. Genre que comme s'ils étaient espionnés tout le temps, quoi. Même la scène avec les statues aussi, là, tu sais, quand ils sont dans l'espèce de patio, là, la grande véranda, là, où tu as les statues grecques, là, où ils s'imaginent chacun avoir le rôle d'une des statues, et tu as vraiment notamment la statue de l'homme la plus imposante qu'au milieu, là, qui les regarde avec un air sévère, quoi, et puis vraiment il y a toujours cette présence, quoi. Il y a toujours des silhouettes, des visages qui sont vraiment très très présents et assez inquiétants. Et c'est là aussi où il remarque qu'il y a un des personnages qui ressemble à Nell un peu.
À un moment donné, il y a c'est Théo qui dans dit, les tiens, te statues. ressemble. Oui, Dira te ressemble. Oui. Et c'est intéressant parce que Nell, clairement, on pourrait presque penser à une réincarnation d'un des personnages décédés. Tu Bah vois, oui, c'est ça, c'est qu'elle est parce tellement. qu'elle a vécu la même chose que la Oui. nurse au niveau de avec sa maman Ouais. et avec sa mère. Et du coup, là, elle va avoir un parcours où elle va presque revivre les différentes morts des différents personnages, Ouais. je trouve. Oui, Tu vois, jusqu'à la toute fin où elle meurt. oui, avec le. Contre le. Enfin. Contre Dans sa l'arbre, voiture oui. contre le même arbre, Oui, contre le même arbre, le docteur qui fait la remarque en ouais. montrant la marque Ouais. du chariot du Oui, coup c'est ça. sur l'arbre en disant c'est au le- même endroit L'accident au 19e siècle. avec le même plan avec cette main qui tombe en fait. Oui. La main qui est vraiment voilà pour éviter de montrer un truc trop glauque mais on te laisse imaginer encore une fois. Oui. Tu vois. Et un peu avant la scène de l'escalier. Oui, on va y venir, mais je Ah oui, voulais pardon, juste ajouter que oui. c'est à ce niveau-là, c'est même pas de la censure, c'est vraiment te pousser à imaginer le truc en fait. Oui, oui. Tu vois. Oui. Mais oui, alors la fameuse scène de l'escalier qui est vachement intéressante, où là, c'est là que la nurse s'est pendue et Nell du coup est irrésistiblement attirée par l'escalier et a besoin de monter à l'escalier, alors que les autres personnages lui disent non, il faut redescendre, c'est dangereux, et qui est très dangereux puisqu'il bouge. Il bouge, il est pas du tout bien fixé. Pas du tout stable. On dirait presque une créature qui se. Oui, mais encore une fois quelque chose de vivant, quoi. Là, c'est vraiment organique. Très organique. D'ailleurs, est-ce que tu sais comment ça a été fait? La scène de l'escalier? Ouais. Ah bah non, dis-moi. Parce que moi, je pensais que ça a été fait. J'ai découvert ça dans le commentaire audio. Alors j'avais un peu de mal à tout capter parce que le réalisateur, il se faisait vieux. Enfin, je sais pas s'il est encore en vie. Non, il est mort depuis longtemps. Il est mort une quinzaine d'années. Bah oui, remarque, oui, ça fait. Donc c'est difficile de comprendre ce qu'il disait dans un anglais assez rapide avec un peu étouffé, un peu. Mais il explique que l'escalier a été construit sur un tube central, en fait creux, et qu'à l'intérieur tu as un câble qui est accroché qui va du plafond au sol. Ouais. Et ce câble, quand il le tendait, en fait, l'escalier était complètement stable. Oui. Et dès qu'il le détendait, l'escalier commençait à bouger. Ah oui, comme les petits jeux, là, un peu, là, tu sais, ces petites figurines qu'on a, tu sais, pour les gamins, tu sais, ils sont sur un socle en bois, là, et il y a un ressort, et quand t'appuies, c'est genre une girafe, et quand t'appuies, la girafe, elle s'écroule. C'est à peu près le même principe. Ouais, d'accord, ok, je vois. Ouais. Et les acteurs étaient terrifiés de cet escalier. Oh bah, il y a de quoi, ouais. Clairement, ils jouent à peine quand tu les vois, quand le docteur arrive en haut de l'escalier, qu'il est pas bien, il est vraiment pas bien. Il est vraiment pas bien. Il a failli mourir. Et moi, je serais bien pire qu'eux, parce que comment il est haut le truc, je sais pas bien. Oui. C'est vrai que c'était tellement impressionnant, t'as l'impression d'un peu une scène de cauchemar, tu sais, où t'arrives pas à avancer. Oui, et ça, c'est complètement, ça traverse tout le film. Ouais. Il y a plein de plans comme ça. Moi, je pense aussi à un plan où, quand elle va vers la chambre d'enfant, quand elle sort de la chambre au moment au climax du film, où ça tambourine, c'est terrifiant. Il y a un plan avec, encore une fois, alors ça c'est un zoom, je crois, c'est vraiment un zoom vers la porte qui est ouverte sur du noir, en fait, profond. Oui. Et tu as un contre-champ. Et c'est un contre-champ de la maison elle-même qui regarde Nell, qui court vers la porte. Tu as les portes en amorce, en fait, devant toi qui sont immenses, qui sont presque en contre-plongée. Et tu as Nell qui est toute petite, très très loin, qui court. Et avec le zoom, parce que plus ton zoom est fort, plus ça écrase les perspectives, et plus ton personnage qui court, t'as l'impression qu'il fait du surplace. Du coup, elle reste toute petite, elle court, elle fait du surplace, t'as l'impression de voir un cauchemar, en fait. Oui, c'est ça. Et ça se passe juste après la scène du fameux miroir, qui, pareil, a cette espèce de sol tortueux qui rappelle complètement des cauchemars. Mais tout le film transparaît des cauchemars. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Et pour revenir sur l'escalier, c'est une scène géniale, et techniquement, ils ont aussi accroché la caméra à la structure pour faire un espèce de travelling en tournant avec l'escalier. Oui, c'est ça, c'est ça, comme si la caméra était un peu accrochée aux personnes qui montent. Ce qu'il y a d'ailleurs, j'y pense maintenant, qui a totalement été repris par Martin Scorsese dans Shutter Island, à la fin, avec le phare. D'accord, je me rappelle pas de la scène, mais quand DiCaprio il monte, la caméra suit l'arc de l'escalier, comme ça il monte avec lui. C'est efficace. Je pense qu'il je pense qu'il l'a vu. Mais d'ailleurs, il l'a vu parce dans une interview, il dit que c'est son film d'horreur préféré. Martin Scorsese, il dit que c'est son film d'horreur préféré, La Maison du Diable. Ouais, petite anecdote. Oui, non, c'est toujours bon à savoir, mais ça m'étonne pas parce que de toute façon, c'est une référence pour plein de gens. Hein. Je pense que c'est une référence pour plein de gens, mais c'est pas, je sais pas si c'est très connu du grand public. Bah non, pas trop. C'est ça le truc, c'est vraiment. Je sais que, comme mon producteur me disait, c'est vrai que
Robert Wise, je me souviens qu'il m'avait dit ça, c'est considéré comme un petit grand maître de l'horreur, quoi, en fait, c'est ça, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est qu'il a apporté plein de choses, mais quand on pense à un réalisateur de films d'horreur, on pense pas à lui, on pense à lui plutôt dans les derniers, quoi. Alors que voilà, il a fait... Parce qu'on le retient surtout pour La Maladie du Bonheur et West Side Story. C'est ça. Alors qu'il a fait beaucoup de... Enfin, il a fait beaucoup. Il a fait pas mal de films fantastiques dans les années 40. Ouais. Ce que j'ai un peu découvert. Je connaissais pas vraiment sa carrière. On va revenir. Alors, l'escalier, oui, donc jusqu'à l'aboutissement, finalement, où là, elle monte en haut de l'escalier et elle se penche dans le vide, tu vois, comme attirée, encore une fois, voilà, terrifiée. Comme attirée par le vide et par la mort, en fait, parce que la maison veut la tuer pour posséder son âme, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. C'est ça, Je pense un peu à Shining aussi. Ce qui est peut-être pas anodin, j'en sais rien, je sais pas, mais j'ai un rapprochement là-dessus aussi. Ce côté maison vivante, en fait, qui assimile c'est ça, hein, les esprits des autres, tu vois. C'est vraiment ça. Hein. D'ailleurs, Stephen King a probablement été inspiré du film pour le personnage de... Alors, je sais pas si tu as lu Cimetière ou vu le film. Non. Cimetière qui a... Alors, à la base, un livre de Stephen King sur un cimetière indien d'animaux, sur un cimetière d'animaux qui est proche d'un cimetière indien où quand tu enterres quelqu'un là-bas, l'être revient d'entre les morts, mais il n'est plus le même. J'ai vu le remake. Le remake était pas top. Il a mal commencé, c'est pas grave. Mais même le vieux film n'était pas extraordinaire, mais il avait un truc sympa, je trouvais qu'il était pas mal. Mais le bouquin est incroyable. Je l'ai découvert il y a 3-4 ans, il est incroyable. C'est probablement un des Stephen King les plus malsains, les plus glauques qu'il y a. Mais on va pas s'attarder là-dessus, mais juste pour dire que le personnage du vieux Crandall, pour ceux qui connaissent l'histoire, je pense qu'il est ce côté en fait personnage qui est manipulé par un lieu, qui est poussé par un lieu à accomplir quelque chose de morbide, d'effrayant. C'est quelque chose qui retransparaît aussi chez Stephen King, quoi, et notamment sur ce personnage. Voilà, c'était ça. Qui est contrôlé, un peu poussé par quelque chose d'invisible, d'indicible en fait, qui est présent sur un lieu en fait, qui est mal en fait, qui inspire le mal. Voilà. Et oui, donc cette séquence d'escalier qui se finit finalement par le docteur Markway qui prend son courage à deux mains pour aller la chercher, et l'apparition de la femme du docteur Markway qui avait disparu, qui avait voulu absolument dormir dans la chambre d'enfant, qui a été visiblement attaquée par quelque chose, ou qui a fui de peur. Et qui se perd. Il y a le côté labyrinthique de la maison. Et en fait, elle sait même pas comment elle est là. C'est ça, à un moment, elle est dans une espèce de trappe là, dans le mur, on sait pas ce que c'est exactement. Elle est dans les combles en fait. C'est ça. Elle le dit à la toute fin, on la voit dans la forêt, elle sait même pas comment elle est arrivée là, en fait. Elle est complètement perdue dans ce truc. Tu essaies d'imaginer ce qu'elle a vécu, mais ça fait peur, quoi. Vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Et du coup, après cette scène de l'escalier, oui, c'est après. Oui, de toute façon, c'est après. Non, c'est avant. C'est après. L'escalier. Non, c'est avant. Attends. Ah oui, non, c'est juste après. C'est quand elle est perdue et elle va se retrouver dans la bibliothèque. Donc on revient un petit peu avant cette scène dans la bibliothèque justement, qui commence avec les personnages qui tombent sur un livre illustré de trucs bibliques, je pense, je sais pas, un peu démoniaques. Oui, c'est ça un peu. Et là pour le coup, tu vois des monstres, des trucs, des illustrations horribles, tu vois. On te les montre vite fait pour juste te mettre en tête ça avant ce qui va venir. Tu vois. Pour que tu l'aies en tête ce truc un peu flippant, ce monstre. Et tu vas associer ça à ce qui leur veut du mal, quoi. Et du coup, est-ce que tu veux parler un petit peu de cette scène Du coup, là, pardon. Dans la bibliothèque. Donc ils sont tous dedans. Ils sont réfugiés là. Ils sont censés faire un tour de garde avec Luc, et Luc, qui est visiblement alcoolique, va céder et venir dans la bibliothèque avec eux, en fait, pour boire un coup. Voilà, c'est ça. Et donc à laisser le reste de la maison sans surveillance. Et la porte claque. La porte claque, et les bruits repartent de plus belle, et les coups... et donc, qui t'indique que c'est la merde. Voilà, c'est vrai qu'ils se retrouvent enfermés, la porte bloquée, c'est ça. Et donc on a un effet spécial assez chouette d'ailleurs. Ça va être sympa à savoir comment ils ont fait ça, mais
Donc un peu la même configuration qu'avec le monstre, comme enfin, l'entité qui est derrière la porte, quoi, qui gratte, qui essaie d'ouvrir la porte, et la porte qui finit carrément par se gondoler et gonfler comme un ballon, un peu, quoi, presque. Comme si quelque chose faisait pression derrière. Voilà, comme du bois qui se met à se tordre comme du caoutchouc. Ouais, c'est ça. Et voilà, dans un plan très chouette. Ce qui du coup achève de convaincre le sceptique. Voilà, là le sceptique il peut que. Là il voit vraiment Là, quelque chose qui le dépasse. Voilà. Et il fait tomber sa bouteille tellement il est terrifié par ce qu'il voit. Ouais. Et c'est là où il dit la phrase je sais pas ce que c'est mais j'ai envie d'ignorer. Oui, c'est ça. Puis c'est là ça rend du coup la maison encore plus vivante parce que là ça fait comme si c'était. Tu sais, comme si c'était un poumon, tu vois. Oui, ça respire. C'est du mou, quoi. C'est organique. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est complètement organique. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'effectivement, le reste de la maison est sans surveillance et qu'ils se rendent compte que les coups vont vers la chambre d'enfant, vers la nurserie. Oui. Et que, d'ailleurs, j'ai pas compris ce moment comment elle fait pour s'échapper, vu que la pièce est bloquée, elle arrive à trouver une autre porte. Oui, elle trouve une autre porte ouais, et c'est pour ça qu'elle part toute seule. Ouais, et là où elle vit des moments un peu hallucinés où t'as la caméra qui bascule, oui, tu sais, oui. et t'as l'impression que du coup que la gravité change aussi du coup quand comme si t'étais sur un bateau où la caméra penche et du coup elle est attirée vers l'extérieur du cadre vers d'un côté de l'autre, tu vois. Là, ouais. Où elle se prend ce fameux miroir dans la tronche aussi. Entre autres, aussi, cette scène est assez dingue. Ouais. Et avec ces grands angles aussi qui déforment l'image. Au niveau de la caméra, ils ont vraiment travaillé avec beaucoup de grands angles. Je crois que dans le commentaire, ils disent que c'est du 35 mm. Non, ils parlent de 28 vraiment, et qui était assez particulier parce que ça déformait vraiment l'image. Aujourd'hui, on va encore plus loin. Mais ouais, ça rajoute à ce sentiment organique et déformé de la maison où t'es vraiment paumé, quoi. Ouais. D'ailleurs, en parlant de plan, je reviens sur un truc que j'ai un peu zappé. On sait que du coup Nell ne veut pas quitter la maison et à un moment donné elle le dit, elle l'affirme. Ouais. Quand elle a déjà un peu bu, je crois d'ailleurs, à un moment donné, elle est dans la chambre de Théo et elle dit non mais je ne quitterai plus cette maison. Ouais. Et t'as un plan qui veut tout dire où la caméra est derrière des barreaux du lit et va à ce moment-là va traverser les barreaux et avancer vers Nell. Ce qui signifie un truc, c'est alors que soit elle est libérée entre guillemets en mode ça y est, je refais ma vie, je redémarre à zéro, mais c'est aussi masquer les barreaux, masquer le fait qu'elle est prisonnière. Tu vois, en faisant ce mouvement là t'as ce côté elle est libérée mais elle sait pas que derrière la caméra ce que tu vois, ce qui est en hors champ, ce que toi tu sais qu'il y a, c'est des barreaux, tu vois, et en un plan il va te dire ça. Je trouve qu'il appuie ça avec cette image là du barreau. Et dans le même temps il y avait aussi ce fameux plan dont tu voulais parler, le fameux mur. Cette scène qui, moi, me fait vraiment peur. C'est quand je repense à ce film, je pense d'abord à cette scène-là. C'est vrai que c'est impressionnant. Qui intervient, je crois... au même moment, à peu près, non ? Ouais, à peu près, un peu au milieu du film, quoi. C'est... Où, du coup, on voit Nell qui dort dans la chambre de Théo, d'ailleurs, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Et avec ce plan où elle est étouffée, il y a du noir tout autour de son visage, tu vois, il y a un côté très claustro... où elle est presque cachée sous sa couverture, tu vois, elle se tient la couverture comme ça, et elle entend des murmures, une voix un peu bizarre, tu sais pas trop ce qu'ils disent, qui vient de l'autre côté du mur, du mur en face d'elle, et dans le plan, en fait, tu vois la tapisserie, et la caméra qui s'avance vers la tapisserie, et tu crois presque discerner une sorte de visage dans la tapisserie, avec des yeux, une bouche, là, mais c'est pas hyper clair, et la lumière change en plus, et c'est un visage qui est, puis qui est même pas vraiment humain, et t'as la lumière qui change, qui joue avec ça. Et t'as des voix, des pleurs d'enfants. Et là, c'est au moment où il y a des pleurs d'enfants où elle se dit non, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me mette à hurler. Et à un moment donné, elle dit, elle sent la main de Théo, qu'il lui serre la main en fait. Et elle dit mais elle me serre trop la main. Oui, c'est ça. Et là, elle se met à hurler pour arrêter en fait, pour arrêter ce massacre, parce qu'à priori, on entend une voix d'enfant qui souffre en fait. Et quand elle se réveille, elle voit que Théo est dans son lit à l'autre bout de la pièce. Et en fait, personne ne lui tenait la main. Et il y a un plan sur la main, mais tu vois rien de particulier. Mais juste ce plan avec cette main tendue comme ça, en fait, tu sens presque le truc à sa place alors qu'il n'y a rien, tu vois rien du tout. Et c'est hyper balèze, je trouve, d'arriver à faire ça. Il y a beaucoup de films qui tentent de nous montrer le moins possible, mais qui ne marchent pas. Et celui-là, il marche toujours. C'est pour ça qu'il faut le revoir. Voilà. Il faut vraiment. Il est pas en DVD, je pense qu'il est assez facile à trouver. Oui, plus facile sûrement. Mais il faut vraiment le voir. Si vous êtes fan de films d'horreur, c'est un truc à voir absolument, je trouve. On peut pas voir tous les films, mais je le recommande vraiment beaucoup. Puis on arrive à la fin du film. Après, on peut revenir sur la fin, mais. Tu veux parler de Nell ou pas, ou je sais pas trop. Non, c'est bon. Moi, j'ai parlé. J'ai dit ce que j'avais à dire sur Nell.
Son personnage qui va vraiment suivre le parcours des morts, quoi, Voilà, c'est ça, qui va être complètement digéré par le château. Voilà, Quoi, c'est ça. Qui finalement a eu ce qu'elle voulait quelque part. Quoi. Enfin, oui, c'est ça. En fait, elle a accompli ce qu'elle voulait. Même si, bon, c'était pas... Mais en même temps, c'est triste. Voilà, c'est quelque part, c'est le schéma aussi de la personne qui a tellement eu un parcours de vie impossible, qui est à la merci encore plus que les autres de choses comme ça, de choses démoniaques. Oui, qui a cette fragilité et qui du coup se fait complètement influencer par cet esprit démoniaque. Qui va même jusqu'à l'appeler. Hein. Elle écrit, la maison écrit son nom sur les murs, tu vois. Oui. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il goûte la craie. Oui, alors ça, oui, c'est dans les films, ils goûtent, ils adorent ça. Il y a du son, on goûte. Ce qui est drôle, c'est que je crois que c'est Luc qui goûte la craie en disant c'est de la craie. C'est de la craie, le spécialiste. Et t'as le docteur, il entend dire ça, et lui il goûte quand même, tu vois. Ouais, ah ouais, c'est vrai. Mais non, c'est du sucre glace. Et puis là, il dit peut-être quelque chose qui s'en rapproche, genre, tu sais pas trop ce que c'est, tu vois. Spécialiste de la craie, quoi. Enfin, moi, tu mets ça parce que je sais pas, la craie, je vois ce que ça fait, mais en goût, alors la craie, je sais pas du tout. La craie ou de la farine. Bref. Mais en tout cas, oui, qui suit Ewok, qui est digéré, aspiré par cette maison, et puis qui en même temps, c'est ça aussi, c'est qu'elle a rien vécu, quoi. Donc quelque part, ça, quand t'as rien vécu, c'est une expérience, et puis c'est. D'ailleurs, elle dit j'ai enfin vécu quelque chose. Tu vois, je vis enfin quelque chose. Et que ça, ça vaut tout, quoi. C'est même si c'est pas. C'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Elle a vécu quelque chose. Elle a vécu quelque chose. Et voilà, de s'occuper de sa mère malade, pas reconnaissante du tout, et de sa famille pas reconnaissante de ça. Vraiment, tu te demandes ce qu'elle a fait pour mériter ça, vraiment. Quoi. Ouais. Donc, mais terriblement efficace, terriblement très bien joué aussi. Enfin, l'actrice qui est Julie Harris, qui joue Nell, qui est assez extraordinaire. Je sais pas dans quoi d'autre elle a joué. Mais... je sais qu'elle est une actrice américaine. C'est marrant d'ailleurs aussi, ça, c'est que par rapport aux anecdotes de tournage, c'est que c'est un film qui est censé se passer dans la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, et qui est tourné entièrement en Angleterre. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà. Que les plans d'extérieur, c'est un manoir. Le Eddington Park Hotel. Tu l'avais dit, tout à fait. Ouais. Faudrait qu'on regarde à quoi il ressemble aujourd'hui. Qui est devenu un hôtel de luxe. C'est vrai ? Oui, j'ai vu ça. Et est-ce qu'ils ont fait un truc par rapport au film je sais pas. Ouais. Alors vraiment, par contre, vous voulez dormir dans la nurserie, tu sais. Qu'en pleine nuit, ils donnent des coups. C'est ça, faut réveiller les gens. Tu dors pas bien, mais. C'est ça. Puis là, ça vaut le coup. Il y a un truc. Et du coup, qui est tourné donc là, qui est dans la banlieue, dans la campagne autour de Londres. Et, d'accord. Et les scènes d'intérieur, également en Angleterre, en studio, les studios de la MGM. D'accord. Voilà. Ok. Donc entièrement en Angleterre. Et d'ailleurs, le casting des acteurs est majoritairement anglais. Hein. Les deux seuls acteurs américains, c'est celle qui joue Nell et celui qui joue Dr. Markway. Hein. Ah, Markway aussi non, il est anglais, non, je dis des bêtises. S'il a été approché pour jouer James Bond, il est forcément anglais. Non, je confonds, c'est pas lui, c'est Russ Tamblyn, celui qui joue le Luke Sanderson, le mec de West Side Story. Ah oui. Voilà, c'est les deux américains, et tous les autres sont britanniques. D'accord. Même les gardiens, tout le monde. Ah oui, là, les deux gardiens. Ouais. Même l'actrice aussi, l'actrice âgée qu'on voit au début là. Oui. Celle-là, Abigail. Ouais. Non, pas Abigail, la dame qui possède, qui possède le château et qui envoie son neveu du coup. Celle qu'on voit au tout début, là, une dame qui est avec un majordome là, qui parle de Dr. Markway. C'est une actrice anglaise aussi. D'accord. Voilà. Un truc auquel je pense là, dont on n'a pas parlé, il y a un plan quand même qui est que finalement j'ai quand même, qui m'avait marqué quand même quand je l'ai vu. Quand elle manque de tomber d'un balcon, tu sais. Nell, le fameux, Nell manque de tomber d'un balcon et en fait elle regarde espèce de donjon, qui fait comme deux grands yeux qui la regarde elle-même, tu vois, et t'as un plan assez dingue où t'as la caméra qui fonce sur elle en fait, avec un travelling assez impressionnant. À la Evil Dead encore une fois, tu vois, que Sam Raimi a dû kiffer, et qui va très près de son visage en une seconde. Et voilà, c'est terrifiant. Il y a ce côté, la maison plonge en elle, elle possède. C'est ça, super. Vraiment, tu super dis plan. Quelle modernité pour l'époque. Oui, complètement. C'est génial. Quoi. Alors tu dis pas peut-être on dirait que c'est un plan qui a été fait peut-être en plusieurs plans, collés les uns après les autres. Je sens que c'est accéléré. Je pense que c'est accéléré. Peut-être que c'est fait à l'envers. Je sais que pour l'escalier, il y a des plans qui ont été faits à l'envers. Ouais. Alors, je sais pas comment, je sais pas trop de détails. Mais c'est super. Là, c'est prenant. C'est très précis techniquement. C'est extrêmement travaillé, extrêmement précis et tu le perçois pas forcément. Mais vraiment, j'encourage aux gens qui n'ont pas l'habitude de voir des films
qui date des années 50, 60, voire avant, à les regarder parce qu'il y a beaucoup de modernité dans ces films-là et on a tendance à l'oublier en fait. On se repose, beaucoup de réalisateurs se reposent là-dessus pour les faire avancer, les faire progresser. Mais tu sens qu'ils avaient déjà inventé énormément de trucs, il faut pas oublier ça. Quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu le truc qui sort du lot quoi, par rapport au... Et quand tu vois tous les Conjuring et tout aujourd'hui, certains sont vraiment intéressants. Oui. C'est né là, quoi. C'est né en 63 avec ce film-là. Il y a un héritage qui est fort. Ouais, complètement. Moi, je voulais juste un peu parler, juste par rapport un peu à l'autrice du livre. Oui. Il est parallèle avec le personnage de Nell. Ouais, c'est ça le parallèle qui m'a semblé vachement intéressant. Shirley Jackson. Shirley Jackson, qui, comme je l'ai dit au début, qui était une autrice de romans d'épouvante, qui est reconnue, qui est morte assez jeune, elle avait même pas 50 ans. D'accord. Et en fait, elle était Alors c'est marrant, c'est qu'elle a un parcours de vie assez... qui fait penser à Nell, parce qu'en fait, c'est une fille qui a été dénigrée par sa mère. Ouais. Voilà, parce que depuis l'enfance, sa mère lui disait qu'elle n'était pas bien habillée, qu'elle se peignait pas bien, qu'elle n'était pas belle, tu vois. Et sa mère l'a dénigrée jusqu'au bout, et elle en a beaucoup souffert, et puis physiquement, parce qu'elle s'est mis... parce qu'en plus, elle avait des problèmes de poids, elle finit obèse à cause de ça, et puis le fait que sa mère la critique, ça l'a fait que l'enfermer dans son marasme, et elle est devenue alcoolique, elle a eu des problèmes de santé terribles, elle a été accro aux médicaments, et tu sens vraiment ce côté-là avec la mère qu'elle parle, que ce personnage principal du livre... Mais qui est malade, elle a une folie dès le début du film, elle est vraiment... Et là, c'est impossible de ne pas faire le parallèle, quoi. Là, tu dis vraiment, c'est quelqu'un qui... Le rapport à la mère, quoi, vraiment, et vraiment, c'est un film sur l'émancipation, quoi. Oui, complètement. C'est vrai. T'es vraiment sur ça, quoi. Échapper à l'emprise familiale qui ne marche pas. Alors, c'est une histoire classique à la fois, mais l'emprise familiale peut être terrible, quoi. Oui. Et peut être destructrice. L'héritage aussi. Comment ? L'héritage. Et là, vraiment, c'est ça, quoi. L'hérédité. Ouais, c'est ça. T'as vu ce film ? Oui, magnifique. Terrifiant. Superbe. Et c'est ça, c'est que la famille, ça peut te détruire, et que voilà, quand tu sens qu'il faut... là, tu sens que ce personnage-là est porté par l'envie elle veut se prendre en main, quoi, mais elle est rattrapée par ça. Vous m'avez pas considéré, vous m'avez pas aimé, alors que tout ce que j'ai fait pour vous, moi maintenant je veux vivre quelque chose. C'est presque un côté suicidaire, quoi. Ouais. C'est glauque. C'est glauque. Mais on vous encourage à voir ce film, franchement, à fond. Oui, absolument, c'est très bon. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Écoute, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. On a abordé pas mal de points, je pense. C'était... On maîtrise peut-être un peu moins, parce qu'on l'a redécouvert il n'y a pas longtemps, et c'est difficile d'avoir beaucoup d'informations sur le film. Oui. Mais ouais. Bon, ça le rend toujours plus mystérieux aussi, quoi. Oui, c'est vrai. C'est bien aussi, c'est que c'est bien de pas trop savoir non plus, des fois. C'est ça, tu peux pas tout sortir parce que c'est le fait de l'époque, mais voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut terminer sur la dernière fois on avait parlé de nos actualités. Oui. Bon, moi j'en ai pas plus pour l'instant, mais est-ce qu'on peut peut-être faire une recommandation sur un truc qu'on a vu récemment, par exemple? Est-ce que tu veux commencer? Tu veux que je commence? Vas-y si tu veux, et puis je peux enchaîner ou comme tu veux. Je vais commencer. Vas-y. Je vais commencer parce que ça va être assez drôle. Tout à l'heure, tu parlais de ton prof de théâtre. Et c'est vrai j'ai rapidement rigolé, mais on le citera pas. On pourra le citer peut-être une fois. Non, peut-être pas, mais faut le demander. Peut-être si jamais on veut faire un truc. Mais il a été acteur dans un film que tu m'as fait découvrir il n'y a pas très longtemps, qui est un film incroyable, qui s'appelle Alien Platoon. C'est un vrai film. C'est indescriptible. C'est un nanar incroyable. Le nanar, le mot est faible. Nanar, le mot est faible. Ouais, mais c'est un vrai nanar. C'est un nanar, oui. C'est-à-dire que les mecs ont voulu faire un vrai film. Ouais. Et tu sens de la sincérité, tu vois, mais ça marche pas. Rien ne marche. Rien ne marche. Et il est dispo sur YouTube. Franchement, je vous encourage aussi à aller le voir si vous voulez vous marier. C'est un délice. Si vous aimez les nanars, c'est un délice. C'est un délice. C'est un cas d'école. Tout ce qu'il faut pas faire, ils le font. Ouais. C'est mal joué, c'est mal filmé, c'est mal mis en scène. Les mecs arrivent à citer Terminator en disant on va faire pareil. Oui, c'est ça. C'est génial. Bien sûr, c'est ça. Vous savez, ce film de 84, c'est Terminator. Pas on a le même. Puis cet acteur est incroyable aussi. Enfin, bref.
Oui, Bah, oui, moi, bah, je- tous, mais ils sont tous incroyables, ils font. Alors faites gaffe, c'est un peu long sur le milieu parce qu'on les voit marcher dans la forêt pendant au moins 1 heure, je pense. Ouais. C'est ça, il se Mais- passe rien. Il se passe absolument rien. Avec des chants contre chants, avec vent, pas vent, vent, pas vent, vent, Ouais, pas il vent. n'y a aucun rapport. Alors, et surtout, les bouteilles en plastique qui se cassent comme des bouteilles en verre. Ah oui, oui, Ça, c'est génial. la fameuse bagarre Les de bar. bouteilles de plastique oui. qui font le bruit d'un verre cassé quand elles tombent Ouais, par terre. C'est Mais génial. la baston de bar a une vidéo à elle seule dédiée sur YouTube. Hein, voilà. C'est d'anthologie. Voilà, c'est magnifique. Avec une musique absolument Ouais. abjecte. Et avec une réplique que j'adore. Quand il parle justement de l'espèce d'alien ou de monstre. Ah oui, à la Terminator. fameuse. Oui, et ce type fait appel à l'armée, à un colonel ou je sais pas quoi pour le retrouver. Ouais. Et il a dit méfiez-vous. C'est un surhomme. Ça a beau être un surhomme, il est à pied. Le surhomme à pied, c'est connu. Surhomme à pied. Ah bah s'il est à pied, Ça va. ça va, c'est bon. Ça va. C'est pas Parce de que le problème. surhomme, il aurait été surhomme en hélicoptère. Bon, Ah, voilà, voilà. hein. Mais à pied, c'est Voilà, bon. c'est ça. Voilà, incroyable. Donc, Ah ouais. on dit pas plus, Voilà. mais allez le voir si vous allez vous marrer. Voilà. Il y a Trépanator aussi, avec la même équipe. Hein. C'est-à-dire que même réalisateur et même acteur principal, c'est vraiment Trépanator, prometteur. Voilà. génial. Voilà. C'est Bon, caviar. je sais pas qui a réalisé du coup, j'ai pas retenu le nom, j'ai pas du tout préparé ça. Alors, mais, c'est NG Mount. D'accord. Alors, c'est un pseudo. Hein. Alors, il y a NG Mount ou Norbert Moutier, ça dépend de. Non, Permoutier. C'est pareil que le nom, de toute façon, c'est collector. Ok. Est-ce que t'as un truc à recommander Ouais, en film, bah en oui. bouquin, en série Alors, oui, à recommander en film, oui. Alors, il est sorti depuis quelques temps, là, mais je pense que ça vaut le coup d'en parler. C'est les Banshees d'Inisherin. Ok, mais je l'ai pas vu. Le film irlandais avec Ok. Colin Farrell et Ouais. Brendan Gleeson, qui Ouais, ouais. est superbe, qui est à la fois drôle, cruel, vraiment très très grinçant sur à la fois les relations amicales, les relations amoureuses, et puis surtout sur les communautés fermées Mhm. où on parle, enfin vraiment des gens qui vivent en autarcie et qui font plus la part des choses, quoi, qui sont un peu sur leur île, dans leur monde, quoi, et puis c'est très beau, quoi, vraiment sur l'Irlande des années 20, voilà, avec une ambiance vraiment très très chouette, et puis D'accord. Ok. voilà, Nice. Super. à voir. Ok, bah, parfait. Petite info aussi, si vous êtes sur Rennes, parce que nous on est rennais, à l'Arvor en ce moment il y a un festival Télérama, c'est ça? Non, C'est partout en France, hein, de toute façon. Oui, c'est partout, oui, c'est partout en Oui, partout en France. France, mais là en l'occurrence à Rennes il se passe à l'Arvor. À l'Arvor, et là bientôt il va y avoir encore une 3e titre de Steven Spielberg qui passe. Et ça, je vais pas le louper. Oui. Voilà. Ça. Et on va voir. Peut-être qu'on va vous en parler, peut-être pas. On va voir. On Ainsi sait que- pas trop quel va être le film suivant, mais c'est Le- possible que ce soit lui. Mais bon, Ouais, on verra. Et il y aura aussi New York 1997. Ah Carpenter. ouais, À l'Arvor. Carpenter. Ouais. Carpenter, ouais. Carpenter. Carpenter. Big John. Big John, comme il dit. Big John. Voilà. Et puis, sinon, actualité peut-être ou... Non, Non, c'est moi, bon. écoute, toujours sur mon court-métrage, ça avance, D'accord. mais ça Très avance. bien. Eh ben, écoutez, moi c'est pareil. Moi, ma troupe. T'as un d'impro- spectacle bientôt là? Ah oui, le vendredi prochain, Ok. la troupe d'impro, la spéciale K, au bar Le Panama. Vendredi Quelle prochain. date du coup? Vendredi 3 Ok, février. ok, ça marche. Voilà. Donc, Parfait. Bah, j'espère qu'on a. Voilà. on vous a donné envie de voir le film. Ouais, franchement, il faut pas hésiter. Hein, c'est vraiment flippant. C'est vraiment flippant, et puis c'est un voyage, quoi. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Ouais. Un Et c'est embarqué en fait. C'est en huis clos. Hein. Dans le bouquin, je Ouais. crois qu'ils sortent dehors et tout, mais là Ouais. vraiment, t'arrives dans le château, t'es Ouais. dedans et t'es avec eux et Ouais, tu vis voilà, le truc voilà. pleinement avec eux. Et, Ouais. et Donc, tu te fais écraser littéralement par le Ouais, château. ouais. Le poids, tu as le poids quand tu regardes. Et le on film. voit plus que ce qui est montré. Et ça, c'est fort. Ouais. Parce qu'ils montrent pas rien. Mais. Mm. Mais. Mm. Voilà. Voilà. Très bien. Bah, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci. Merci à toi, Simon. Merci Arthur. Et on vous retrouve très bientôt pour un prochain film. On sait pas encore ce qu'on va faire, mais il y a Mais il y en tellement aura. de choses à Ah oui. faire. Pas de problème Tellement de avec ça. films, on a tellement envie de vous parler de plein de choses. Ouais. Voilà, donc on a hâte de vous parler d'autres films et on vous dit à très bientôt. Oh, une dernière chose, avant de Vas-y. finir. J'espère que, peut-être qu'on parlera de série un jour parce que là en ce moment je regarde The Last of Us. Oui. J'aime beaucoup le jeu. Oui, c'est très bien. Et la série est très très sympa. Ouais. Voilà. Vraiment. Peut-être qu'on abordera une série de ces quatre. Ce sera pas mal. Voilà, on verra ça. Peut-être, pourquoi pas The Haunting of Hill House pour compléter. Oui, Ouais, qui est une ça très pourrait- bonne série Voilà. qu'on peut recommander aussi. Voilà. Voilà. Ça Bon. marche. Parfait. Et à très bientôt. Salut. Salut Simon. Salut Arthur. Ah, ah, ah.